Monsieur Eliman Kane dirige l'EC Africa, qui est... C'est quoi déjà l'EC Africa? Un think tank panafricain. Alors, la dernière info, bien entendu, c'est le contrat de concession qui a été revu entre SECA, qui est une filiale de FH France, et l'État du Sénégal. L'État maintenant est actionnaire à hauteur de 25% dans le capital, avec d'autres déjà mesures qu'on a annoncées. Que faut-il comprendre par cette renégociation du contrat? Oui, il faut dire que c'est une information qui revient à la surface, oui. Mais ça a été déjà annoncé depuis très longtemps, déjà au mois de mars, par le président de la République lui-même. Et puis nous-mêmes avions un peu accompagné, parce que nous suivons de près, pour avoir réalisé une étude d'évaluation de l'autoroute à péage, dans laquelle nous avions aussi formulé des recommandations qui ont été reçues. Et le ministre du Transport lui-même nous avait reçus dans son bureau avec le directeur de l'APEX, son secrétaire général, le directeur Agéro, tout ça, en tout cas tout le staff, pour échanger sur les recommandations qu'on avait à faire. Donc ce qui se passe, c'est que effectivement, vous avez cité l'entrée du Sénégal dans le capital, à hauteur de 25%, mais il faut rappeler que quand même, ça c'est une disposition qui existait déjà dans le contrat, qui a été signé en 2014. Oui. Donc depuis 2014, l'État du Sénégal aurait dû prendre sa part véritablement dans la société. Donc, et ça ne s'est pas fait. 2014, ça ne s'est pas fait. Oui. Aujourd'hui, comment l'État du Sénégal a fait pour pouvoir avoir ces 25% dans le capital? Oui, je pense qu'il y avait... L'État n'a gagné pratiquement rien dans il y avait certainement des négociations par rapport à la cession. Oui. Comment cette cession devrait se faire, à quel coût? Mais également, certainement, l'entreprise a posé d'autres conditions, ce qui justifie peut-être le prolongement donc de la concession qui était de 30 ans, maintenant à 35 ans. Donc 5 ans de plus sur la concession. Et donc il faut dire que ce n'est pas aussi gratuit, parce que l'État va payer, je pense, autour de 10 milliards 800 millions de francs CFA. La cession. Et ça, le paiement est suspensif à l'accord. Il faut que l'État paye cela pour que l'accord soit vraiment en vigueur. Donc ça, je pense que c'est une information qui n'a pas été donnée officiellement, mais c'est ce qui se passe exactement. Alors, donc, il y a d'autres mesures aussi. Il y a une mesure qui n'arrange pas l'usager. Parce que nous étions aussi dans l'initiative de la CCIAP. C'était surtout aussi, entre autres, demander à ce que les prix soient réduits. Alors qu'il y a une clause qui dit que l'inflation ne va pas justifier une augmentation ou baisse des coûts. C'est-à-dire que sur 5 ans, les coûts sont un peu bloqués. Mais il peut y avoir des mesures exceptionnelles pour revenir sur ça, mais c'est ça qui est dit. Donc, ça veut dire aussi bien l'État, qui est maintenant actionnaire, que SECA, filiale de FH, vont continuer à gagner, à profiter de ces coûts exorbitants-là pour les usagers qui traversent l'autoroute à péage. Oui, mais l'État aussi va gagner parce que dans le contrat, on lit qu'à partir de 2021 jusqu'à 2044, l'État va engranger beaucoup de milliards au détriment des usagers qui ne gagnent rien du tout dans ce contrat finalement. Oui, justement, je pense que tout cela se fait au dos de l'usager qui continue à payer très cher. Peut-être qu'il y aura l'éclairage qui devait se faire depuis très longtemps. Voyez-vous, on insiste encore sur des choses qui, en fait, auraient dû être faites depuis longtemps. Mais le tarif ne bouge pas. Donc, il est cher, surtout pour nous autres qui allons plus loin. Parce que moi, je suis de Mbour. Donc, ceux qui traversent toute l'autoroute à péage. 3 fois, quand même, payer 3 fois. Continuer à payer très cher pour emprunter cette autoroute et faire une cinquantaine de kilomètres. Donc, c'est encore très cher. Ça, il faut le dire. Mais quand même, il y a des rectifications. Vous allez quand même continuer à demander à l'État de négocier le prix du péage. Oui, mais je pense que ce qui est stabilisé aujourd'hui, là, il faudra peut-être continuer à dire non pour que l'État... Mais ça, je pense qu'ils ne vont pas réduire, ils n'ont pas en tout cas la volonté de réduire donc, les tarifs sur l'autoroute à péage. Mais vous allez continuer à mener le combat pour que les tarifs puissent diminuer, non? Nous continuerons toujours à mener tout combat qui en vaille la peine tant que c'est dans l'intérêt national des citoyens sénégalais. C'est ça la raison d'être de notre organisation.
organisation et nous continuerons à le faire. Et donc je pense que c'est exactement ça qu'il faut dire. Maintenant, il y a d'autres mesures, bien sûr, et il faut déplorer que ces révisions des contrats n'aient pas insisté sur les questions environnementales. Voyez-vous, les questions de sécurité au-delà de l'éclairage sont encore persistantes. Et quel engagement donne-t-on à l'entreprise? Et même sur la maîtrise, ils ont fait un calcul, un peu une estimation de ce qu'ils peuvent gagner. Bon, d'ici à 2044, ben, écoutez, 300 milliards, c'est pas beaucoup, c'est rien, franchement. Voyez-vous, donc ça, comparé surtout à toutes ces largesses que nous avons fait à cette entreprise qui gère cette autoroute à péage et des impacts sur tout ce que les économistes appellent les externalités négatives sur les populations riveraines de cet ouvrage. Absolument. Donc voilà un peu des préoccupations. Maintenant, il faut aussi dire on a quand même entendu Birahim Seck du Forum civil tout de suite dans le journal dire que l'État devrait autoriser au public d'avoir un œil sur le contrat pour qu'on puisse savoir ce qui a été négocié et ce qui ne l'a pas été. Oui, je pense que le contrat doit être publié. Oui. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas encore fait, mais ça doit être fait, parce que ça, c'est la loi même qui l'exige. On a un code de transparence qui existe à ce que l'État publie et simplifie tous les contrats qu'il signe avec des tiers. Et donc, mais je pense que les éléments sont donnés. Maintenant, ce qu'il faut soupçonner, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres formes d'arrangement que l'État a eu à faire avec ces cas. Déjà qu'ils les ont trop donnés en prolongeant 5 ans de plus. C'est quand même trop, 35 ans. Mais voilà, Eiffage, il y a une chose qui m'a interpellé, c'est la réaction de Eiffage. La réaction de Eiffage au moment de cet accord-là, qui est intervenu depuis mars, il faut le dire, était de dire qu'en fait, au moins cet accord permet à Eiffage de s'installer durablement au Sénégal. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des dessous de négociation qui permettent à l'entreprise d'avoir d'autres avantages dans ce pays? Ce n'est pas clair. Bon, nous savions que c'est l'entreprise qui devait faire la gare, justement, parce qu'on parle du terre, qui est en réalité, qui devait faire la gare de Diamniadio, n'est pas arrivé à la faire correctement dans les délais. On a été obligé d'amener des Turcs pour compléter. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le problème? Est-ce que l'entreprise a payé des pénalités, etc. Donc il y a énormément de questions que l'État doit aux citoyens sénégalais. Et je pense que... Pour plus de transparence. Voilà, il faut informer les Sénégalais sur réellement ce qui se passe. Dans cela, nous savons que le contrat, dès le début, était léonin, était déséquilibré. C'est bien de rectifier certaines choses, mais il n'y avait pas lieu de donner de nouvelles concessions. Par exemple, le prolongement de 5 ans, encore en plus, parce que pour une entreprise qui contrôle encore 75%. Peut-être que la publication du contrat pourrait nous édifier plus tard. Récemment également, le président de la République a réuni une bonne frange des secteurs de la population au CICAD pour discuter un peu sur le projet de loi qui devrait passer sur la gestion et l'exploitation de nos ressources. Il y a des choses qui ont été arrêtées, le fonds intergénérationnel et tant d'autres mesures qui ont été prises au nom de la transparence dans la gestion de nos ressources. Quel est votre avis sur ce qui s'est passé? Ça aussi, c'est un autre point sur lequel nous restons très mitigés par rapport à l'approche gouvernementale et surtout cette posture qui tend à parfois même infantiliser le citoyen sénégalais parce que en fait ce qu'on appelle consultation n'en est pas une, dans la mesure où alors une consultation c'est une co-construction, c'est une coproduction, co-création et ce qui s'est passé, il n'y a même pas eu de terme de référence de départ sur lesquels les acteurs puissent se préparer ou encore fait dans la précipitation. Non, même pas, parce que le président a rappelé plusieurs fois l'organisation de cette réunion. Parce qu'il le disait qu'il faut rapidement organiser le conseil présidentiel ouvert sur la répartition des revenus. Donc, ils ont eu le temps de l'organiser. Et pourquoi ils n'ont pas fait de thème de référence précis? Pourquoi ils n'ont pas partagé le début de projet de loi aux partenaires pour que ces partenaires puissent l'étudier au sein de leur organisation et venir avec des propositions. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a donné un plateau à tout le monde de dire ce qu'il pense. Mais en réalité, le président, en arrivant là-bas, avait déjà donc son texte final
avait déjà, donc, en fait, son projet de loi. Oui. Donc, du coup, c'est d'ailleurs ce qui justifie que le président a répondu à certaines questions, mais qui sont des questions fondamentales, mais cruciales, qui empêchent de dormir les pêcheurs sur toute cette côte-là. Les questions environnementales. Mais sur lesquelles il a donné des réponses évasives, à la limite même méprisantes. Parce que quand il dit que là où il y a les installations offshore, ça n'a absolument rien à voir avec l'activité de pêche, alors que les pêcheurs eux-mêmes qui vont jusque là-bas avec leurs pirogues te disent que là c'est un peu leur zone de chaos là, c'est-à-dire où les poissons se reposent, forcément il y a une perturbation de l'écosystème marin. Alors donc les experts également commencent à en parler. Donc cela veut dire aussi quoi? Quelque chose d'assez préoccupante, que rien n'est prévu véritablement pour s'occuper des moyens d'existence durable de cette population-là qui travaille sur l'économie halieutique. Les effets négatifs de l'exploitation. C'est un problème. Et quand on revient également sur cette réponse concernant le contenu local, parce qu'aujourd'hui, où est-ce que les Sénégalais peuvent vraiment espérer avoir ne serait-ce que des miettes qui ruissellent sur la chaîne de valeur de l'économie pétro-gazière? Mais c'est dans le contenu local. Il y a une loi, mais c'est un contenu, je veux dire, est-ce qu'il y a une matière substantielle qui va faire vivre les entreprises sénégalaises? Non, je ne pense pas, parce que l'essentiel des marchés importants sont déjà pris par des grands occidentales, en tout cas étrangères. Donc, dire que ce fonds d'aide au côté local va arriver à 1 milliard. Mais 1 milliard, qu'est-ce que ça peut vraiment régler? C'est une goutte d'eau dans la main. Pour un secteur privé, franchement, qui a besoin d'être mis à niveau, accompagné, boosté, etc. Donc, je pense qu'il n'y a pas une prise en compte véritable, sérieuse, effective, véritablement des préoccupations des populations, ne serait-ce que de ces acteurs-là, qui risquent gros sur l'impact de l'exploitation du pétrole et du gaz, et de ces acteurs économiques qui doivent s'arrimer dans cette nouvelle économie du pétrole et du gaz qui va démarrer dans ce pays-là. Le Sénégalais avait envie d'entendre, voilà, je vais avoir un cadre de vie meilleur, ça va se ressentir dans mon panier, dans le panier de la ménagère, mais on a plutôt entendu un fonds intergénérationnel, 90% pour les investissements pour les générations présentes et les 10% pour les générations futures. Et les générations futures pourraient également bénéficier des 90% qui sont réservés à la présente génération. C'est juste des investissements qu'on a entendus. C'est ça. Donc ça, c'est la clé de répartition qu'ils ont décidé. Donc c'est pas une mauvaise chose, la budgétisation intégrale. C'est-à-dire que les 90% des recettes qui seront tirées du secteur soient directement dans le budget. Mais ça doit être accompagné de mesures budgétaires, c'est-à-dire et surtout de planification. Mais de planification souple aussi, parce qu'on est dans le secteur pétrolier gazier avec la volatilité des prix. Donc chaque année, ça peut changer. Donc il ne faut pas trop compter véritablement sur cette, entre guillemets, manne pétrolière et gazière. Par contre, il faut considérer ça comme un bonus sur le budget. Et que ce bonus-là devrait aider à davantage renforcer la structure économique viable, c'est-à-dire celle qui est durable, celle qui permet de produire la croissance actuelle, etc. Donc, pour booster ces secteurs-là. Comme cela, si et ça risque probablement d'arriver, si on convoque surtout la transition énergétique. Si donc les choses évoluent négativement par rapport à la commercialisation du pétrole et du gaz, nous n'aurons pas vraiment à subir un grand choc. Voyez-vous? Donc privilégier des priorités qui vont renforcer la structure économique durable. D'abord par des investissements qui sont des investissements vraiment sérieux, encadrés, éviter effectivement des dépenses de prestige, comme
on le fait, hein, parce qu'on parle du terre, mais le terre, pour la plupart... C'est une dépense de prestige. Pour la plupart. L'ouvrage est important, mais quel type d'ouvrage? Le type d'ouvrage qu'on a choisi, avec des high-tech, etc., ce n'était pas la peine. Et donc, on a dépensé énormément d'argent. Oui. Presque 70% des coûts ne sont pas utiles. Voyez-vous? Donc, ça, c'est des dépenses de prestige qu'on doit éviter pour mettre l'argent là où il faut, l'éducation, l'agriculture, la santé, la protection sociale des Sénégalais. Donc, je pense que sur ce plan, OK. Maintenant, les fonds de stabilisation aussi, pour moi, comme je viens de le dire, la meilleure stabilisation, c'est quand les autres piliers du secteur économique sont forts et solides. Quels sont ces piliers? Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire l'agriculture, une industrie qu'il faut développer, etc. Certains services, beaucoup plus sur les télécoms, etc. Voyez-vous? Donc, investir sur ça. Et ensuite, maintenant, l'autre fonds, c'est le fonds intergénérationnel. Là aussi, il y a débat. Et le débat, il demande un arbitrage très technique. C'est-à-dire qu'il y a une balance à faire entre ce qu'on peut gagner dans un fonds placé quelque part, qui forcément est mis sur le marché et doit produire. Qu'est-ce que ce fonds peut produire? Par rapport à, si on prend ce fonds-là, on le met en investissement public, dans un secteur porteur, et on diminue donc la dette, parce que la dette aussi a un coût. Et voyez-vous, dans ce contexte où il y aura beaucoup moins de financement des énergies fossiles, alors que nous persistons à aller vers le gaz et le pétrole, donc on aura du mal à trouver des financements. Alors, le type de financement qu'on va chercher, c'est quoi? C'est sur le marché financier, les robots et autres, etc., qui vont coûter beaucoup plus cher. Donc, est-ce que si on s'endette aujourd'hui, et on va s'endetter même pour faire face à nos responsabilités dans le consortium qui va gérer, parce que Petrosen n'a pas d'argent. Il faut s'endetter pour lui donner de l'argent pour avoir ses 10%. Ici, c'est 18% là-bas, et il y a d'autres qui vont venir. Voyez-vous? Donc, est-ce que cet endettement-là ne sera pas beaucoup plus cher que les revenus qu'on peut trouver sur les fonds placés? Ça, c'est un arbitrage technique qu'il faut faire. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faudrait être plus souple. Il faudrait être plus souple. Et voilà, il y a un autre élément quand même qui est important, sur lequel on applaudit, même si le président a parlé de mécanisme souple. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il met entre souple, dans souple. Mais on a besoin effectivement d'un mécanisme rigoureux de surveillance, d'audit des coûts et de surveillance de la production. Et aussi, plus loin, vers la fiscalité, de traquage des stratégies d'optimisation fiscale qu'utilisent les entreprises qui interviennent dans le secteur minier. Alors, à ce niveau-là, ça peut être souple et efficace, mais je ne sais pas qu'est-ce que ce sera. Mais franchement, on a besoin d'investir des moyens sur ces mécanismes de contrôle-là, parce que si ce n'est pas fait, alors on va se détromper. Même les estimations les plus pessimistes de 400 milliards par an, au risque de ne pas l'avoir. Est-ce qu'on n'est pas parti sur une précipitation dans ce qui est en train d'être fait? Parce qu'on a vu lors de cette rencontre que les femmes réclamaient leur présence au niveau de COS-Petrogaz. On a entendu le président leur dire, vous allez intégrer, concertez-vous, la société civile, concertez-vous, l'opposition également, concertez-vous. Tout ça, c'est des fuites en avant. Informel. Je pense que le président le fait exprès. C'est pour maquiller une non-volonté de voir ces organisations-là être là-dedans. Parce que depuis qu'il a créé COS-Petrogaz 2016, n'est-ce pas? Alors après, ça a évolué, parce qu'après, ils ont intégré société civile et parti politique d'opposition. Mais un représentant, ça ne veut rien dire, ça ne signifie absolument... Je ne sais pas d'ailleurs, le représentant de la société civile, qu'est-ce qu'il va faire là-bas, s'il est seul là-bas. Parce que là-bas, on a besoin d'une société civile experte, qui connaît le secteur, qui peut contribuer et défendre des positions. Il vous a demandé de choisir quelqu'un qui va, mais le choix là, la société civile. Le choix là aussi, société civile, juridiquement, n'existe pas.
Pourquoi? Non, société civile, c'est certes une réalité politique, sociologique, objective qui est là, mais juridiquement n'existe pas dans la constitution du Sénégal. Est-ce que vous avez vu une institution qu'on appelle société civile? Non. Mais eux, ils ont des mécanismes. Vous proposez qui, par exemple, ou quoi? Quelqu'un qui va siéger au nom de la société civile? Oui, d'accord, mais l'État a ses mécanismes pour ça. Si la société civile n'est pas encore, les organisations citoyennes ne sont pas encore suffisamment organisées pour désigner des représentants, l'État a des mécanismes. Parce que quand même, il y a des organisations qui sont au Conseil économique, social et environnemental. Comment est-ce qu'elles ont choisi? À l'ARMP, il y en a. Comment est-ce qu'elles ont choisi? Même si c'est de façon qui n'est pas démocratique. Mais au niveau du pétrole et du gaz, dans les ex-pétrogaz, ils ont quand même une mission de faire le mapping des acteurs qui interviennent dans le secteur. Donc, ils doivent avoir une liste des organisations qui travaillent sérieusement sur le secteur, les cibler pour les inviter à siéger là-bas. Donc, je pense que l'État a ces mécanismes qu'il doit tout simplement utiliser rigoureusement pour que toutes les parties prenantes soient là-bas. Mais moi, franchement, je ne suis pas convaincu que c'est le COS Petrogaz qui est la meilleure institution pour défendre l'intérêt public national. Nous avons proposé une institution beaucoup plus ouverte, large, avec beaucoup plus de présence de la société civile et d'experts indépendants pour donner des conseils avisés, des conseils qui ne cherchent pas véritablement puisque les ressources appartiennent au peuple. À faire les yeux doux au président, mais à dire la vérité objectivement. Ils nous doivent transparence sur tout ce qui va se faire. J'aimerais bien aborder avec vous pour la dernière question l'affaire des passeports diplomatiques présumés trafic au niveau de l'Assemblée nationale impliquant 2 députés, j'ai bien dit présumés. Également, les détournements notés ça et là au niveau du Trésor public, à la Poste, à la LONASE. Quel est votre avis sur tout ce qui est en train de se passer ces derniers temps? Oui, c'est-à-dire que ça, c'est un mal que nous traînons depuis longtemps, mais qui s'est exacerbé depuis l'arrivée des pouvoirs libéraux, il faut le dire. C'est depuis après 2000 que quand même ces choses-là ont pris des proportions extraordinaires et malheureusement, toutes les institutions qui ont été mises en place, les décisions, les beaux discours de gouvernance vertueuse, etc., n'ont servi absolument à rien. L'image du pays est encore ternie. Écorné par ces pratiques-là, mais parce que tout simplement, il n'y a aucune sanction. Absolument, l'impunité. Il y a l'impunité qui est là, comme on le dit tout le temps et partout, aussi bien dans le bureau du président que dans le bureau du procureur. C'est là que se situe l'impunité dans ce pays. Donc les responsabilités sont très bien situées. Tant qu'il n'y a pas de sanction, parce que pour un adulte, on n'éduque pas un adulte. J'ai vu la directrice de l'OFNAC dire, oui, on fait beaucoup de présentations, il faut beaucoup de choses, etc. Mais les adultes là, c'est fini, on ne les éduque pas. L'adulte ne connaît qu'une seule chose, une seule balise. C'est une sanction forte. Absolument. S'il sait que s'il passe à côté, il va être sanctionné, alors il va hésiter 1000 fois avant de le faire. Absolument. Voilà, donc c'est l'impunité qui est notre problème. Et c'est lié malheureusement à la collusion de la politique dans l'administration, malheureusement, et ça c'est la débandade aujourd'hui, parce que aussi bien dans le pouvoir que dans l'opposition, l'administration est aujourd'hui manipulée parce que la politique y est très très présente. Alors que la politique partisane n'est pas la logique qui peut amener une république à aller de l'avant. Absolument. Merci beaucoup Elimane Kane. Vous êtes de l'ex-Africa. Merci d'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.